Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Agence nationale de sécurité et des produits de santé. Je suis le docteur Christelle Carbonnet, donc la directrice générale, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille toutes et tous dans le cadre du comité scientifique temporaire dédié au renforcement de l'information des patients et des professionnels de santé sur les risques associés à l'isotrétinoïne. Alors c'est évidemment un sujet, une thématique de longue date et qui est évidemment extrêmement important. Et c'est dans ce cadre, en effet, que nous avons souhaité réunir ce comité scientifique temporaire, puisque le sujet est toujours d'actualité et j'y reviendrai un petit peu plus précisément. Et donc je remercie évidemment les membres du CST que je vais évidemment ensuite présenter pour leur mobilisation et leur présence. Alors de manière évidemment dématérialisée, eu égard aux conditions sanitaires, mais je suis bien évidemment convaincue que nous allons pouvoir, et vous allez pouvoir en effet mener tous les travaux nécessaires dans les circonstances actuelles et donc avec, au travers en effet de cette visioconférence. Alors pourquoi en effet la mobilisation de ce comité scientifique temporaire? Une raison en effet évidemment assez simple, vous connaissez toutes et tous l'isotrétinoïne, qui est un médicament qui a été autorisé de longue date, donc notamment dans le traitement et le traitement évidemment de l'acné. Et c'est un médicament dont on connaît évidemment un certain nombre de caractéristiques et notamment de propriétés tératogènes, notamment. Et c'est la raison pour laquelle c'est le premier médicament qui a pu et qui a bénéficié en effet de la mise en place d'un plan de prévention de grossesse il y a déjà un certain temps, puisque c'était en 1997 et aujourd'hui, c'est encore le plan de prévention des grossesses pour ce médicament qui est le plus fourni. Il y a donc un certain nombre de documents, un certain nombre de mesures de réduction du risque qui ont été mises en place. Je ne les détaillerai pas toutes, évidemment, lors du CST et notamment lors de la présentation par le docteur Nathalie Dumarsais, donc de la NSM. Vous allez pouvoir avoir évidemment une présentation à la fois du contexte et de l'historique. Pour autant, évidemment, c'est un sujet qui est toujours en effet sur le métier. C'est important en effet de pouvoir continuer à évaluer, continuer à renforcer en effet ces mesures de réduction du risque, puisque vous le verrez au travers de toute la séance que vous avez en effet aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations qui mettent en évidence qu'il y a encore des persistances et des marges de progrès en effet. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre en place ce comité scientifique temporaire. Alors, comme nous avons l'habitude, évidemment, l'ensemble de la première partie, en effet, de ce CST est dans un cadre public avec une diffusion, en effet, sur notre chaîne. Nous avons souhaité, comme nous le faisons évidemment très régulièrement, réunir l'ensemble des parties prenantes impliquées. Et l'ensemble des parties prenantes impliquées, c'est à la fois, bien évidemment, les patients, et l'ensemble des professionnels de santé qui sont impliqués, et ils sont nombreux dans la prise en charge de ce traitement, dans la surveillance aussi de ce traitement, et c'est la raison pour laquelle donc sont présents à la fois des dermatologues, des médecins généralistes, des gynécologues, des psychiatres, des pharmaciens et, je l'ai dit, en effet, les patients. C'est un produit en effet qui est sous haute surveillance puisque le bénéfice-risque est réévalué annuellement au niveau européen. Nous avons en effet un suivi qui est extrêmement précis et extrêmement encadré au niveau de l'agence. Et il est important en effet que toutes les parties prenantes aient l'ensemble des informations à disposition, à la fois les professionnels de santé, mais bien évidemment aussi les patients, pour qu'il puisse y avoir à la fois une décision la plus éclairée possible, avec ce médicament qui a un profil, un bénéfice-risque en effet particulier. Il y a en effet des bénéfices, on connaît les risques et donc il y a la nécessité évidemment de les encadrer. Et c'est la raison pour laquelle il est important en effet qu'il y ait cette parfaite connaissance, cette parfaite appropriation des documents à la fois d'information mais également et aussi donc de réduction du risque pour que
tout le monde puisse en effet partager ces informations, les comprenne, se les approprie et qu'il y ait en effet l'utilisation dans un cadre le plus sécurisé possible pour les patientes et les patients. Vous le savez et on le sait tous, rien n'est jamais acquis. Et notamment lorsque nous sommes en effet dans une situation de surveillance, notamment sur un produit, on le sait, on a à la fois les risques tératogènes, on a à la fois aussi les risques psychiatriques, et il est donc important en effet de pouvoir toujours se reposer la question de l'adéquation des mesures qui sont mises en place. Je vous le disais, hein, le premier plan, c'est le médicament qui a eu le premier plan de prévention des grossesses en 97. Évidemment, les choses évoluent, le contexte aussi évolue et il est donc important de se reposer la question, de voir ce qui peut être fait, ce qui peut être amélioré et bien évidemment ce qui peut être adapté aussi au vu de l'évolution actuelle et aussi de l'évolution évidemment des technologies et c'est donc important d'avoir l'ensemble de ces éléments. Ces mesures de risque sont toujours en évolution. Il y a une étude d'impact, en effet, des nouveaux documents de prévention des grossesses qui est en cours au niveau européen pour, en effet, regarder, et pas uniquement au niveau national, mais aussi avec l'ensemble de nos collègues européens, quel est l'impact, en effet, et quels sont les impacts de ces documents de réduction du risque. Ça va être aussi important d'avoir un benchmark également européen. Et vous l'avez vu, en effet, récemment, nous avons communiqué sur le risque de troubles neurodéveloppementaux possiblement non associés à une malformation et qui est en cours d'investigation à l'agence, donc avec l'isotrétinoïne. Donc, c'est la raison pour laquelle, en effet, nous avons souhaité, et donc j'ai souhaité qu'il y ait la mise en place de ce CST pour aborder l'ensemble des éléments, à la fois les conditions, bien évidemment, de prescription, à la fois, vous le savez, c'est une deuxième intention, donc de voir, en effet, dans quelle mesure il y a bien le respect de cette deuxième intention, le sujet aussi de possibles situations de microdosage et de chronicisation du traitement, qui est un point, en effet, de vigilance extrêmement particulier à avoir, et surtout de prendre en compte aussi, et ça c'est la raison en effet de la pluriprofessionnalité et des pluriparties prenantes en effet de ce CST, l'évolution aussi de la perception de l'image. On le sait, on a une société qui évolue, bien évidemment, avec une perception de l'image qui est de plus en plus importante, et nous souhaitons en effet pouvoir échanger avec vous sur cette dimension. Est-ce que dans votre pratique, est-ce qu'également aussi le retour des patients, est-ce que dans votre pratique, en tant que professionnel de santé, vous voyez une évolution de la demande en effet de ce type de traitement et est-ce qu'il y a des choses à adapter, notamment en termes de documents, d'informations ou évidemment de mobilisation en effet de ces éléments ou de la façon de les mobiliser. Bien évidemment, l'objectif est d'avoir aussi au final des trajectoires et des pistes de livrables et je tiens évidemment à préciser qu'à la fois les représentants des professionnels de santé, mais bien évidemment aussi des patients, seront impliqués dans les travaux pour les livrables. Parce que il est bien de définir une trajectoire, de définir en effet des dimensions sur lesquelles nous devons tous collectivement agir. Ensuite, il faut les traduire en documents en effet d'information et qui soient suffisamment impactants et qui soient suffisamment compréhensibles par tout le monde pour qu'ils soient efficaces. Notre seul objectif à tous, c'est en effet qu'il soit efficace et que l'isotrétinoïne soit évidemment utilisé de la manière la plus sécurisée possible. C'est un produit dont le bénéfice-risque en effet est considéré comme positif dans certaines indications, dans un certain encadrement et c'est ça qu'il faut évidemment avant tout faire respecter. Donc voilà en effet l'objectif de ce CST. Hein. Vous avez donc un agenda en effet qui est dense, avec à la fois évidemment des présentations, également des échanges, également des auditions aussi de représentants de patients, des auditions aussi de professionnels de santé et de sociétés savantes. Donc vraiment l'objectif c'est de faire un panorama le plus large possible, de pouvoir voir ce qui est déjà mobilisé, ce qui fonctionne, ce qui mérite d'être renforcé, ce qui mérite d'être amélioré, et puis d'autres pistes également, et notamment sur cette appropriation avec en effet un seul objectif, le renforcement en effet de l'information des patients et des professionnels de santé sur les risques associés à l'isotrétinoïne, ne pas rester en effet dans des choses qui deviennent un peu connu, puisqu'en effet, le risque tératogène est quelque chose de très connu. Je le disais, les plans de prévention de grossesse ont près de 25 ans, donc c'est en effet assez ancien.
Et donc, il ne faut pas tomber non plus, en effet, dans cette, voilà, dans cette habitude. Et il est toujours important d'être le plus vigilant possible. Donc, merci à toutes et à tous, en effet, pour donc cette participation à ce CST. Je vous propose de pouvoir présenter, en effet, je vais laisser l'ensemble des membres du CST se présenter. Je vous invite et je vais vous passer la parole. Merci à toutes et tous. Merci pour votre mobilisation et évidemment, je sais que vous allez avoir des échanges extrêmement importants, extrêmement constructifs et c'est vraiment l'objectif d'avoir toutes les dimensions, tous les points de vue, à la fois évidemment des patients, des professionnels de santé dans leur pluralité, des prescripteurs, mais également aussi des dispensateurs pour qu'au final, on arrive à aller encore un petit peu plus loin, à sécuriser encore l'administration en effet de ce médicament pour évidemment que son bénéfice-risque puisse s'exprimer dans un environnement le plus sécurisé possible. Alors, je vous propose en effet, si vous en êtes d'accord, que nous puissions passer à la présentation en effet des membres du CST et tout d'abord de son président, le professeur Guillot. Si vous en êtes d'accord, je vous laisse évidemment vous présenter. Oui, bonjour. Bonjour, donc Bernard Guillot, je suis dermatologue, professeur émérite à la faculté de médecine Montpellier-Nîmes. Je suis membre du comité scientifique permanent médicaments de dermatologie à la NSM et également j'ai présidé le groupe de travail de la Société française de dermatologie sur les recommandations pour la prise en charge de l'acné en lien avec la Haute Autorité de Santé. Merci beaucoup. Bon, bonjour. Alors, je vais reprendre la parole. Je suis le docteur Dumarcet. Je suis chef de pôle à l'Agence du médicament en charge de la dermatologie. Donc, j'ai le plaisir de co-animer cette journée de travail avec le docteur Guillot, qui est donc le président de ce comité scientifique. Je vais vous donner quelques informations techniques sur l'organisation de cette journée et après, je vous présenterai aussi un diaporama faisant état de toutes les actions que l'agence a déjà prises depuis le début de la commercialisation de l'isotrétinoïne et tous les documents de réduction du risque, c'est-à-dire d'information sur les risques du produit dont nous disposons actuellement. Donc, le comité scientifique est composé de 9 membres, y compris donc son président. Je vais, pour un peu plus de clarté, les appeler par ordre alphabétique, comme ça ils pourront se présenter successivement. Peut-être que je peux faire d'abord un tour de table de qui est autour de moi ici en salle pour que vous sachiez bien avec qui je suis accompagnée. Donc, Madame Verriès. Bonjour, Marie-Laure Verriès du Centre d'appui aux situations d'alerte et à la gestion des risques. Bonjour, Juliette Dubrul, direction des affaires juridiques et réglementaires de la NSM. Bonjour, Axel de Françu, je travaille à la direction de la communication et de l'information de la NSM. Merci. Donc maintenant, je vais faire un appel alphabétique de tous les membres de ce comité qui est constitué donc de 4 médecins, un pharmacien et 3 représentants d'associations de patients. Donc, Monsieur Bouquet, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour, Docteur Bouquet. Donc moi, je suis médecin généraliste, membre du groupe du CSP grossesse à la NSM, co-responsable du groupe thérapeutique au niveau du Collège de médecine générale. Voilà, avec une activité de médecine générale, une activité d'obstétrique assez importante. Merci. Madame Duranteau, est-ce que vous êtes là? Bonjour, Lise Duranteau. Madame... Lise Duranteau, je suis médecin endocrinologue gynécologue à l'hôpital Bicêtre des hôpitaux universitaires Paris-Saclay. Je suis membre du bureau et du collège des enseignants de gynécologie médicale. Merci. Madame Garnier. Pharmacien d'officine dans le Gard. Merci. Madame Génon. Oui, bonjour, Clotilde Genon, coordinatrice de l'association Renalou. Merci. Madame Lambert. Oui, Marianne Lambert. Moi, je suis membre de l'association Famille Rurale, qui est également membre de France Asso Santé. Merci. Madame Lebrun-Vigne. Oui, bonjour, Bénédicte Lebrun-Vigne. Je suis dermatologue et pharmacologue. Je suis responsable de 2 centres de pharmacovigilance Pitié-Saint-Antoine. Et je suis également membre du CSP Expertise pharmacovigilance et j'ai participé aux recommandations sur l'utilisation de
des anti-acnéiques, enfin du traitement de l'acné également ces dernières années. Voilà, merci. Merci, Monsieur Mazins. Oui, bonjour, Yann Mazins, je suis conseiller technique produits de santé à France Asso Santé. Parfait. Et Madame Tournier. Oui, bonjour, je suis professeure de psychiatrie à l'Université de Bordeaux et là je participe à ce comité scientifique à la demande de l'Association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie. Et je suis également membre du Collège national des universitaires de psychiatrie, du CNUP. Merci beaucoup. Donc, nous avons vérifié tous les liens qu'il pouvait avoir entre les participants à ce comité avec l'industrie pharmaceutique. Bien sûr, il n'y a aucun lien d'intérêt. Les déclarations publiques d'intérêt sont consultables sur le site DPI Santé. Donc, l'organisation technique de cette journée va se dérouler de la façon suivante. Le matin, le comité va auditionner des personnes identifiées comme étant des parties prenantes. Et l'après-midi, ce comité va se réunir pour proposer à l'ANSM des mesures, donc des nouvelles mesures visant à renforcer l'information sur les risques de l'isotrétinoïne. Donc les auditions vont s'organiser de la façon suivante. Dans un premier temps, on va avoir des présentations très factuelles d'enquêtes qui sont des données issues de l'assurance maladie et des données issues des centres de pharmacovigilance, de la surveillance issue de la pharmacovigilance, donc d'abord sur le risque psychiatrique, puis sur l'état des grossesses. Voilà. Alors, après, nous auditionnerons des représentants d'associations de patients, puis des professionnels de santé, qui seront représentés par un pharmacien, 2 dermatologues et une gynécologue. La déclaration publique d'intérêt de ces personnes qui seront auditionnées a été transmise à l'ANSM et sont disponibles sur le site internet. Donc les auditions sont filmées et diffusées dans quelques jours sur la chaîne YouTube de l'ANSM. Alors, dans quelques jours, c'est peut-être demain, c'est juste si jamais il y a des problèmes techniques, ça se permettra à notre consultant qu'il n'y ait pas de blanc dans la diffusion de cette retransmission filmée, mais il n'y aura aucune coupure, bien sûr, de tout ce qui aura été dit. Les audités peuvent écouter les autres auditions, mais par contre, ils n'interviennent que lorsqu'ils sont auditionnés eux-mêmes. D'accord ? Donc, nous avons également reçu des contributions écrites de patients qui ont été transmises aux membres du comité et qui nous serviront également pour établir les mesures visant à renforcer l'information sur les risques. Alors, certains, à l'occasion de ces consultations écrites, il y a des points qui ont été abordés auxquels on répondra plus précisément par écrit, parce que ce qui concerne par exemple le mécanisme d'action de l'isotrétinoïne, donc c'est un peu compliqué au niveau l'action sur l'acné. Bon, ça c'est un produit qui entraîne la dédifférenciation des kératinocytes, ce qui fait qu'il met au repos les glandes sébacées. Il peut y avoir, je suppose, que les questions portaient sur est-ce que l'isotrétinoïne agit sur d'autres cibles ailleurs, notamment au niveau du cerveau, peut-être, etc. Donc ça demande des réponses un peu plus compliquées parce que c'est des hypothèses qui sont accumulées. Donc on pourrait en faire état et les partager avec vous. Je vous demande donc de bien rester centré sur l'objectif de notre session qui est d'être force de proposition sur des modalités visant à renforcer l'information pour que tout le monde soit bien informé, surtout des risques, parce que l'efficacité du produit, elle est connue quand même, c'est un produit ancien de plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, on ne va pas réévaluer ni les bénéfices, ni les risques de ce produit. Ça fait l'objet d'autres travaux. Entre autres, il y a eu un arbitrage européen qui s'est terminé en 2018, et comme disait Madame Christelle Ratignier, à ce jour, la balance entre les bénéfices et les risques est toujours favorable. Au niveau populationnel, bien sûr. Hein. Donc, je vais vous faire un état des lieux et vous faire une présentation sur des diapositives de l'ensemble des actions qui ont été menées par l'agence depuis la mise sur le marché de l'isotrétinoïne. Alors, la diapositive suivante. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Donc, l'isotrétinoïne est commercialisée depuis 1984. Vous voyez que c'est un produit ancien. L'indication, c'est l'acné sévère. C'est en 2e ligne de traitement, c'est-à-dire qu'il faut avoir été en échec d'un traitement bien mené
par une antibiothérapie par voie locale associée à un antiacnéique par voie locale, une antibiothérapie par voie générale, associée à un antiacnéique administré par voie locale. Donc les produits qui sont concernés par cette session sont, vous pouvez les voir, Curacné, Procuta, Contre-Acné, Acné-Traite. On ne parle plus de Roaccutane qui n'est plus commercialisé depuis plus de 10 ans. Par contre, le gel de Roaccutane existe toujours, mais il ne fait pas partie du scope de notre session parce qu'il n'a pas le même profil de risque, c'est un gel. Là, on va parler d'isotrétinoïdes administrés par voie orale. Donc, la suivante, s'il vous plaît. L'historique des mesures. Alors, de façon générale, je voulais... Ce produit fait l'objet d'enquêtes de pharmacovigilance que nous donc précisément certains effets indésirables, soit tous, soit on fait des enquêtes ciblées sur les grossesses ou des enquêtes ciblées sur les troubles psychiatriques. Et vous verrez que depuis la commercialisation du produit, on en est à la 6e enquête de pharmacovigilance qui a été mise en œuvre par l'Agence du médicament. Donc c'est des enquêtes au niveau national. Je ne vous parle pas en plus de ça, de tout le travail qui est fait en collaboration avec nos collègues européens. Donc, je disais que donc il y a des enquêtes de pharmacovigilance qui sont diligentées régulièrement par l'agence. Nous communiquons aussi régulièrement sur les risques de l'isotrétinoïde. Dans les 10 dernières années, j'ai compté, nous avons fait 10 communications. Nous menons des encadrements de plus en plus contraignants concernant la prescription, je vais vous les détailler, et nous mettons en place successivement des documents pour informer sur les risques et donner des consignes pour éviter ces risques si possible. D'accord ? Donc, la première diapositive, tout a commencé, peut-être la première mesure que nous avons prise, c'est en 1989, c'est une restriction des conditions de prescription et délivrance. CPD, j'ai mis ce que ça voulait dire en bas de la diapositive, conditions de prescription et délivrance. Donc, on a précisé dans l'autorisation de mise sur le marché qu'il fallait que ce produit soit prescrit par des médecins qui avaient une bonne expérience des rétinoïdes. Les rétinoïdes, c'est la classe des dérivés de la vitamine A auquel appartient l'isotrétinoïne, comme la citrétine ou l'alitrétinoïne. Donc, il faut avoir une bonne expérience de cette classe de médicaments et du risque tératogène qui est lié, associé à cette classe de médicaments. En 1995, on a lancé la première enquête de pharmacovigilance pour surveiller les effets indésirables de l'isotrétinoïne. Et en 1997, on a établi un renforcement de ces conditions de prescription en mettant en place une surveillance particulière qui est surtout menée par il faut faire des tests de grossesse régulièrement pour être sûr que la personne ne démarre pas une grossesse. Alors, effectivement, vous verrez, on a beaucoup fait un focus sur les grossesses parce que le traitement par l'isotrétinoïne, c'est environ 6-8 mois. Donc, ce qu'il ne faut absolument pas, c'est avoir une grossesse et en même temps avoir ce traitement. C'est l'un ou l'autre. Soit on recule le traitement, soit on retarde une grossesse, mais jamais les deux en même temps. Donc, en 1997, on a mis en place un accord de soins. C'est-à-dire que la jeune femme qui est traitée doit accepter d'avoir une contraception efficace et de faire des tests de grossesse régulièrement. En 1998, on a renforcé dans l'autorisation de mise sur marché l'information sur les risques psychiatriques, et notamment en attirant l'attention que lorsqu'il y a des antécédents psychiatriques, il faut faire attention lorsqu'on met en place ce produit chez des personnes particulièrement anxieuses ou voilà. En 1999, une deuxième enquête de pharmacovigilance a été diligentée par l'agence. La diapositive suivante. En 2001, on a renforcé les conditions de prescription et on a demandé que les tests de grossesse soient effectués tous les mois. Et on a demandé que la date du test de grossesse soit marquée sur l'ordonnance. Et on a demandé aux pharmaciens de ne délivrer l'isotrétinoïne dans les 7 jours qui suivent la prescription. Parce qu'après, il y a un test de grossesse négatif, mais au-delà de 7 jours après la prescription, on ne sait pas si on retombe dans le cycle de la jeune femme et qu'elle pourrait avoir commencé une grossesse. Et on a limité à 1 mois la prescription de l'isotrétinoïne pour les jeunes femmes. En 2002, il y a eu un arbitrage à ce moment-là au niveau européen et qui a abouti à un petit peu resserrer l'indication de l'isotrétinoïne en deuxième ligne, c'est-à-dire en échec d'un premier traitement. Donc, comme je vous le disais initialement, un traitement associant des antibiotiques par voie orale avec des traitements antiacnéiques par voie locale.
Et on a renforcé l'information sur les troubles psychiatriques dans l'autorisation de mise sur le marché et on a communiqué sur cet arbitrage. Et parallèlement, il y avait une enquête officielle de pharmacovigilance française qui a contribué d'ailleurs à l'arbitrage européen, puisqu'on fait partie de l'Europe, donc on est contributif au même titre que les 26 autres pays. En 2007, on a recommuniqué sur le risque psychiatrique pour bien attirer l'attention sur ces risques, parce qu'il n'y a pas effectivement que le risque tératogène. Et la diapositive suivante, en 2008, il y a encore eu un renforcement des conditions de prescription. Et là, le test de grossesse est devenu obligatoire tous les mois. Avant, on était tous les 2 mois et on a demandé à ce que ce test soit effectué dans les 3 jours qui précèdent la prescription. On a mis en place un carnet patient. Ce carnet patient doit être tenu par la patiente. Il y a les résultats du test de grossesse qui est indiqué et ce carnet patient doit être présenté au pharmacien pour qu'il puisse délivrer le produit et s'assurer que donc il y a bien un test négatif. On a communiqué. En 2012, il y a eu l'ajout d'un feuillet patient. Ce qu'il faut savoir, donc c'était un feuillet qui était remis lors de la prescription du produit. Et c'était une information sur les risques tératogènes, c'est-à-dire de malformations pour les enfants à naître, et sur les risques psychiatriques. Et donc, on a communiqué pour que ce feuillet soit largement connu et diffusé auprès des professionnels de santé qui eux-mêmes le remettent aux patients. En 2014, il y a eu une réévaluation nationale des bénéfices et des risques du produit, qui a conclu un bénéfice-risque favorable, mais on a renforcé les mesures de réduction du risque, on a mis en place de nouveaux documents, on a communiqué sur ce résultat de cette réévaluation, et la diapositive suivante, en 2015, on a mis en place donc ces nouvelles mesures, qui sont issues donc de cette réévaluation. On a restreint la prescription initiale de l'isotrétinoïde aux dermatologues. Pourquoi ? Le seul objectif de cette restriction, c'était que les laboratoires ont fait des documents communs, le guide médecin, un guide pour les médecins, un guide pour les pharmaciens, des informations pour les patients, des informations spécifiques pour les patientes, le carnet de la patiente sur lequel est marqué le résultat des tests de grossesse. Et donc ce kit de mise en route du traitement, il a été envoyé de façon proactive aux 4000 dermatologues. Donc c'est plus facile de toucher une cible de 4000 dermatologues que de toucher les 80 000 médecins généralistes plus 4000 dermatologues. On ne sait pas qui prescrit vraiment l'isotrétinoïde. Les dermatologues, oui, les médecins généralistes, pas toujours. Donc en fait, les médecins généralistes, ils ne faisaient pas la démarche de demander au laboratoire les documents, ils ne les avaient pas, et ils les avaient parfois dans le cadre de la visite médicale, mais c'était un peu plus aléatoire. Donc là, on est sûr que celui qui initie le traitement a en main tous les documents d'information sur les risques. Donc, ces documents, ils ont été communs pour tous les laboratoires, donc quel que soit le produit, c'est le même document. On a ajouté une échelle ADRS, c'est un outil, c'est une échelle en 10 points qui est assez simple, qui permet de repérer si le patient a une modification de l'humeur, c'est-à-dire est-ce que vous êtes un peu triste, est-ce que vous êtes un peu fatigué, est-ce que vous avez du mal à vous concentrer à l'école, etc. Des questions très simples, qui sont juste une façon d'entamer un dialogue avec une personne qui pourrait être traitée par isotrétinoïde. On a également, à cette occasion, fait un document qui s'appelle Questions-réponses, qui est disponible sur le site internet de l'agence, et qui est qu'est-ce que l'isotrétinoïde, quels sont ses risques, etc. Des choses très informatives sur le produit. Et on a mis en place des courriers de liaison entre le dermatologue, puisque c'est maintenant lui qui initie, et soit le médecin généraliste qui suit le patient, soit aussi le gynécologue si une contraception est mise en route par un gynécologue, mise en route ou modifiée par un gynécologue. Donc c'est un courrier type qui n'est pas obligatoire, mais qui peut servir, si le dermatologue le veut, pour établir une liaison avec d'autres médecins qui seraient aussi susceptibles de prendre en charge les patients. Donc on a communiqué effectivement sur tous ces documents pour qu'ils soient largement connus et relayés. Et en 2016, il y a eu un arbitrage européen. Donc l'arbitrage européen, il concernait tous les rétinoïdes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les rétinoïdes, l'isotrétinoïde, c'est le gros peut-être de la classe des rétinoïdes. En dermatologie, il y en a 2 qui sont très bien connus, c'est le soriatane pour l'acné et le Toctino pour l'eczéma sévère des mains. Donc c'était un arbitrage qui touchait
l'ensemble de ces dérivés de la vitamine A. Il y a aussi des produits qui sont utilisés en cancérologie. La balance bénéfice-risque a été jugée favorable, mais il y a eu des documents qui ont été à ce moment-là harmonisés au niveau européen. Donc, nous avons remodifié nos documents d'information, puisque là, c'est un des documents communs à tous les produits, mais non seulement à tous les produits, mais c'est des documents communs pour tous les pays européens. Après, en 2017, entre-temps, il y a eu la position d'un pictogramme sur toutes les boîtes indiquant que ce médicament était interdit pendant la grossesse. Et en 2019, suite à l'arbitrage européen, ont été mis en place de nouveaux documents, donc je peux vous dire qui sont harmonisés avec l'ensemble des autres pays d'Europe et qui concernent toujours les mêmes documents. C'est un guide pour le médecin, un guide pour le pharmacien, une information pour les patients, un consentement éclairé, un accord de soins pour les femmes concernant la contraception et être sûr qu'elles ont bien pris en compte que ce produit peut être dangereux pour un enfant à naître. Et puis, en 2020, nous avons fait une communication pour annoncer ce comité auquel vous participez. Et donc, nous avons profité pour faire un rappel sur les risques du produit. Nous avons diligenté une 6e enquête de pharmacovigilance. Et en 2021, nous venons juste de communiquer, comme le disait Madame Ratignier, sur les risques de troubles neurodéveloppementaux, même s'il n'y a pas de malformation visible, soit à l'échographie, soit quand l'enfant est né. D'accord ? Ça ne préjuge de rien. Donc, je veux après vous montrer les documents dont on dispose et comment est-ce que l'information peut être connue par tous. En ce qui concerne le risque tératogène, ce risque, il est bien identifié la suivante dans effectivement les documents de l'AMM, le résumé des caractéristiques des produits qui est disponible sur le site internet et dans les notices qui sont disponibles dans les boîtes. Donc, c'est bien indiqué que le produit est contre-indiqué chez la femme enceinte, contre-indiqué chez la femme en âge de procréer, sauf si elle suit bien le programme de prévention des grossesses, qui est bien détaillé. Il y a un encadré noir sur ce risque. Et après, il y a le programme de grossesse qui est bien détaillé. Il repose surtout sur la mise en place d'une contraception efficace. Et je vous rappelle que maintenant, dans ce qu'on appelle contraception efficace pour ce produit, c'est soit une méthode qui est indépendante de la patiente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « ah bah j'ai oublié une prise d'une pilule », etc. C'est donc soit un dispositif intra-utérin, un stérilet, soit un implant de progestatif sous la peau. C'est indépendant, donc ça, effectivement, ça a été considéré au niveau européen comme étant la méthode de contraception la plus fiable. Si on n'a pas ce type de contraception qui est mise en place, à ce moment-là, il faut 2 méthodes de contraception, une pilule progestative et un préservatif. Donc, le programme de prévention, il repose sur la mise en place de prévention des grossesses, sur la mise en place de cette contraception, sur la vérification tous les mois qu'il n'y a pas de grossesse qui démarre, même si on a un stérilet, même si on a une contraception très efficace, il faut quand même vérifier tous les mois, car vous verrez dans les présentations qui vont suivre qu'on peut avoir des grossesses qui démarrent malgré la mise en place d'une contraception. Donc, c'est important de bien vérifier et d'éviter ce risque de malformation si une grossesse démarrait. Donc, sur les boîtes, eh bien, il y a le pictogramme que je vous ai montré, qui est présent maintenant depuis 2017, qui signifie bien que c'est interdit. La diapositive suivante, les documents de réduction du risque, c'est ce que je vous détaillais. Il y a une brochure d'information pour les patients. Cette brochure, elle concerne tous les risques, le risque tératogène, le risque psychiatrique et les autres risques. Donc, cette brochure, il y a un carnet patiente, il y a un formulaire d'accord de soins qui est signé par le médecin qui met en place le traitement par isotrétinoïne et par la patiente. Il y a aussi à disposition un feuillet, le feuillet « Ce qu'il faut savoir » avant de commencer un traitement par isotrétinoïne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a le guide médecin, le guide pharmacien et les courriers de liaison. Ces documents font état du risque tératogène et donc alerte sur ce risque. La diapositive suivante, c'est pour vous parler du risque psychiatrique. La diapositive suivante, donc ce risque est bien identifié au niveau de l'AMM, dans le résumé des caractéristiques des produits dans les notices, et il est aussi bien mentionné dans tous les documents qui sont à la disposition et des patients, la brochure d'information, le feuillet et les guides médecins, pharmaciens et les courriers de liaison. Tout ça est bien indiqué.
Alors, je ne vais pas faire un focus que sur les risques tératogènes, donc risque de malformation pour les enfants à naître ou risque psychiatrique, puisqu'il y a d'autres risques. Je voulais quand même vous les signaler. La diapositive suivante. La suivante, voilà les autres risques qui sont connus en ce qui concerne l'isotrétinoïne, c'est le risque hépatique. Il faut faire un bilan hépatique avant la mise sous traitement, à 1 mois, à 3 mois, puis tous les 3 mois. Enfin, normalement, le traitement dure 6 mois, mais bon, voilà. Et donc, il faut surveiller la fonction hépatique régulièrement. Très connu, effectivement, puisque le produit agit directement sur les glandes sébacées, c'est la sécheresse de la peau, des muqueuses, de l'œil. Donc, il peut y avoir aussi des atteintes oculaires. Il y a des douleurs musculaires et articulaires aussi qui sont identifiées. Et il y a d'autres effets indésirables qui sont bien listés dans l'AMM et dans la notice et qui peuvent survenir. Donc, il faut faire très attention. Ce médicament, c'est pas un médicament anodin. On ne démarre pas un traitement par isotrétinoïne à la légère. Il faut vraiment qu'on soit en échec de tout autre traitement et qu'on ait bien conscience du risque auquel on peut s'exposer. Donc, pour finir, je vais juste vous montrer quelques propositions, pistes que nous pourrions discuter ensemble, mais c'est juste pour vous donner un petit peu l'orientation vers laquelle on peut se diriger. La diapositive suivante, ce sont que des pistes qu'on a évoquées en interne, mais qui peuvent être challengées et modifiées. Donc, effectivement, je pense que ça sera nécessaire que nous fassions un dossier dédié au traitement par l'isotrétinoïne et plus largement les autres traitements dérivés de l'acide de la vitamine A. Ce sera un dossier thématique avec toutes les communications qui ont été faites et tous les documents qui sont à la disposition des professionnels de santé et des patients. On pourrait imaginer de faire de courtes vidéos qui seraient peut-être plus attractives pour les jeunes patients plutôt que des documents papier d'information. On pourrait imaginer qu'on mette un QR code sur les boîtes de traitement qui nous renverrait vers des dossiers ou vers des petits films. Enfin voilà. Donc ça, c'est l'objectif de cette journée, c'est quelles modalités on peut mettre en place pour renforcer l'information. Et vous avez vu on a fait déjà beaucoup, mais comme le disait Madame Ratignier, on est toujours en action et on essaye toujours d'améliorer et de limiter les risques. Enfin, parfois, vous avez peut-être l'impression qu'on fait un focus sur la grossesse parce que la grossesse, c'est pas un effet indésirable, c'est un effet désirable, mais il faut le maîtriser et ne pas avoir effectivement une grossesse en même temps que le produit. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait éviter. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps, pas une grossesse et un traitement isotrétinoïne. Ça, c'est pas possible. Les autres effets, c'est plus compliqué parce que là, on relève de la pharmacovigilance et la survenue d'effets indésirables de façon individuelle. Et ça, c'est plus compliqué à gérer, mais en tous les cas, il faut que tout le monde s'en soit bien informé.